coller des étiquettes aussi, mais c'est vrai que du coup on perd un peu le sens du bouquin. Et c'est vrai que dans la manière dont on s'est rencontré avec Sylvain, il y avait un peu ce truc-là où je sentais qu'il comprenait l'humour de mes personnages. C'était important parce que d'un coup, ça voulait dire qu'on avait une langue en commun qui vient pas de partout, quoi, pour le dire simplement. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est aussi voilà, quand on parlait le truc avec le transfuge, c'est qu'il y a sous-jacent la notion de mérite aussi, et ça, c'est que c'est un peu comme je te disais aussi, c'est qu'en fait il y a la grande part de chance qui est là aussi, qu'on n'a pas tous, qu'on peut saisir à un moment et qu'on peut ne pas l'avoir à un autre. Donc derrière il y a ça, et ensuite ça implique aussi que le succès c'est défini par une seule chose en fait, ou que une vie réussie c'est que voilà, c'est ça. Donc en fait, alors que pas du tout, il y a plein de manières d'être heureux dans la vie. Absolument, voilà. S'émanciper de là d'où on vient. C'est ça. Et très bien, effectivement. Ouais. Et puis surtout de mérite, il y a des gens qui font tout ce qu'il faut pour s'en sortir, et puis qui arrivent pas et qui galèrent quand même, et qui voilà. Donc oui, c'est un faux terme. Après effectivement, voilà, c'est marketing, et puis ça marche. Mais après j'entends et puis je comprends le terme. Et, enfin voilà, ce qu'à Annie Arnaud ou Didier Rivon, enfin il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce qu'ils disent, et je vois et je vis aussi le truc maintenant que je suis dans un monde littéraire et que je suis face aussi à des élites et que j'ai pas forcément les codes, donc je m'en sors parce que je brode et que voilà, mais c'est quelque chose qui enfin voilà, c'est un terme, je pense qu'on vit avec et puis on en fait quelque chose, mais faut en faire quelque chose, je pense, voilà. C'est un terme qui naît aussi que cette mobilité sociale est tellement rare que le fait de le constater, ça fait une originalité. Et c'est quand même symptomatique aussi de cette société. Mais en même temps, je trouve que ça nous donne du pouvoir, de pouvoir mettre en lumière certaines choses, et du coup, ça fait un peu le loup dans la bergerie, quoi. On commence à être dans un milieu en fait qui est capable de changer les choses, et du coup, c'est cool qu'on ait cette voix. Voilà, faut savoir en faire quelque chose, je pense, quand on l'a. Mais c'est vrai, juste pour revenir sur ce que tu disais sur la notion de chance, c'est vrai que ça se joue vraiment à ça, en fait. C'est le hasard d'une rencontre qui fait que, enfin moi, si j'avais pas dans un contexte complètement particulier et très éphémère croisé l'éditeur avec qui je travaille aujourd'hui, L'été des Charognes, c'est un texte que j'ai envoyé à plein d'éditeurs qui l'ont tous refusé, dont certains l'ont sorti en poche derrière. Donc, voilà, donc on est face aussi à un moment donné à des formes de murs, et si on n'a pas la chance de faire la rencontre ou le pas de côté, et si on n'est pas, voilà, et puis il faut être en forme à ce moment-là, parce que si c'est une mauvaise journée ou qu'on a le problème en trop, on peut passer, comme tu disais, à côté de ça. Et donc c'est important merci de le rappeler, ouais, que il y a des données qu'on ne maîtrise pas et pour lesquelles on n'est pas forcément plus méritant que les autres, quoi. Pour aller un peu plus sur la bande dessinée, une question plutôt pour Sylvain. Quelles sont tes inspirations plastiques et dans quelle mesure ta technique sert ton récit? Alors je m'explique. Notamment dans l'été des Charognes, il y a beaucoup d'odeurs. Comment fais-tu pour dessiner des odeurs? Est-ce que ta technique permet de faire ça? Je sais pas. Mais non, en fait, moi, ce que j'ai aimé dans le texte de Simon, c'était justement le contraste entre le milieu social, les choses qui paraissent vachement dures, et la beauté en fait que le narrateur voit dans tout ça, quand même. Enfin, je trouvais que cette ambiguïté-là, c'était ça qui était fort, qui était beau. Et du coup, quand j'ai travaillé sur l'adaptation, je voulais des couleurs, je voulais vraiment. Enfin, un des premiers dessins que j'ai fait sur ce projet, c'était une usine en coucher de soleil, enfin un lever de soleil du coup. Donc il y a une usine qui ça vend pas du rêve, mais du coup il y a le ciel, il est tout rose. Enfin, et enfin voilà, les couleurs sont belles, c'est attrayant. Et c'est quand j'ai fait ce dessin-là que j'ai compris où je voulais aller avec l'été des Charognes. C'est qu'en fait, c'est vraiment ce contraste entre ce qu'on croit voir, ce qu'on croit savoir de ce milieu, de tout ça, et qu'en fait, non, la beauté c'est partout. Et du coup, pour moi, la couleur, c'était forcément, ça devait passer par la couleur, quoi. Parce que voilà, les levées de soleil, c'est joli, mais en noir et blanc, c'est pas forcément super. Et du coup, ça s'est construit comme ça. Et en fait, comme c'était un projet d'école, en fait, j'ai travaillé le feutre en même temps que l'été des Charognes. Et la technique a croisé le sujet, mais en fait, ça s'est transformé comme ça. Et après, en termes de référence, moi, j'aime beaucoup l'impressionnisme. C'est quelque chose que
je suis assez mauvais pour parler, je suis assez mauvais pour enfin voilà, même au dessin au trait ou quoi, c'est pas je trouve que c'est mieux de ressentir quelque chose que de forcément avoir la justesse du dessin ou tout ça. Donc moi la couleur ça me permet ça, de mettre une ambiance. Donc voilà. Ça Simon, donc tu disais que tu avais été très ému par les dessins de Sylvain. Plus généralement, quel est ton rapport à la bande dessinée? Est-ce que ce sont des livres qui peuvent t'attirer? J'en lis très peu j'en ai beaucoup lu jusqu'à, je dirais, 25 ans. Et là très peu. Pour plusieurs raisons. Hein. C'est que la place dans un appartement est limitée et que les bandes dessinées prennent plus de place que les romans. Mais au-delà de ça, il y a un truc où il y a beaucoup d'informations pour moi dans une bande dessinée et j'ai du mal à trouver des rythmes de lecture dans lesquels je me sente bien avec les BD. Je sais pas où mettre mon regard, quoi. J'ai un truc comme ça où j'ai pas la fluidité que j'ai en littérature. Je peux lire des textes qui sont jugés comme étant d'une grande complexité, mais il y a visuellement ça me convient mieux. La page avec les caractères que la page avec des images et des caractères. Quand il y a un assemblage des deux, je peux vraiment avoir du mal à saisir l'univers en fait, quoi. Maintenant, il y a des bandes dessinées qui m'ont accompagné et qui m'ont construite depuis toujours, quoi. Je sais pas, il y a un comics américain que j'adore, Preacher, qui m'a beaucoup inspiré pour l'écriture de mon deuxième roman. Pour l'espèce de verve comme ça qu'il y a dans le phrasé, un truc qui est très cash et en même temps vachement bien, qui est pas juste de l'ordre du choc, mais avec des vraies trouvailles littéraires, quoi, et des dessins que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas voilà, je connais pas grand chose, hein, mais j'aime beaucoup ce que fait Ninantico. Mais vraiment j'en lis plus, ou quasiment plus depuis des années, quoi. Mais il y a des univers BD qui m'habitent et qui me botteront toujours, quoi. Hugo Pratt par exemple, ça fait partie des auteurs de bande dessinée où il y a une vraie cosmogonie, un vrai monde invisible qui est évoqué constamment, et c'est ça que j'aime bien. Après, je lis des BD de Sylvain maintenant, mais c'est vrai que j'y connais rien en vérité, quoi. C'est vraiment un monde qui est très étranger pour moi, quoi. Beaucoup de choses à découvrir, donc. Ouais, éventuellement. Ouais. Après, je suis toujours curieux, quoi, mais c'est vrai que c'est pas mon univers. Et puis comme je lis la lecture fait partie de mon boulot. Si j'ai pas une rencontre ou quelque chose qui vient m'apporter une bande dessinée qui fait que je pourrais rencontrer l'œuvre, j'ai déjà fort à faire avec mes petites choses. J'avais juste amené 2-3 BD d'ailleurs qui m'ont. Alors, il y a notamment celle-ci. Alors c'est assez marrant. C'est une bande dessinée de Guillaume Bouzard. Ça s'appelle Les vacances chez Pépé Mémé. Guillaume Bouzard, il a à peu près mon âge. Je crois qu'il a exactement mon âge. Il a 47 ans et il passait ses vacances l'été dans les Deux-Sèvres chez Pépé Mémé, agriculteur. Et c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. En fait, toute la violence par rapport aux animaux qu'on retrouve dans l'été des Charognes, elle est là, mais de la même manière. Sauf que c'est traité complètement différemment. Et ce qui est là, tiens, je te laisse voir. Et il tue le cochon, les petits chatons, on les tue directement. Enfin, il y a une violence vraiment cash, si je puis dire. Et c'est marrant parce que c'est présenté de manière presque humoristique, mais ce qui peut rejoindre un peu l'été des Charognes, c'est l'innocence des enfants, quoi. Les enfants, en fait, ils ont vécu là-dedans et ils se rendent pas compte qu'il y a des choses qui sont a priori pas normales, tu vois. Et c'est marrant de retrouver ça aussi avec un point de vue complètement différent, mais au final, ça se rejoint.
Il y a des bandes dessinées aussi qui parlent des marges, comme ce que peut faire Salomé Lahoche, qui est une autrice qui parle de son quotidien. C'est vraiment... On parle beaucoup du taboulé à 1 euro avec Salomé, chez Monoprix. Tu connais Salomé? Oui. C'est quelqu'un de très drôle et qui parle de choses plutôt tragiques aussi. Et c'est vraiment une porte d'entrée, je trouve, pour explorer des choses un peu en marge, pour parler de la précarité, ce que fait bien la bande dessinée. Un auteur comme Bret Evans aussi, qui a une aquarelle absolument fabuleuse, qui va parler aussi de personnages en marge, qui ne savent pas où ils sont, qui cherchent. Et typiquement, celle-ci, on me l'a offerte. Et ça fait partie des bandes dessinées où j'arrive pas. Il y a trop d'informations pour moi. Bret Evans, c'est pas le plus évident. Je sais pas où est-ce que je dois placer mon regard pour arriver à suivre de manière linéaire ce qui est présent. Je peux comprendre. Et une dernière, celle de Simon Selman, qui est un auteur américain, assez brut de décoffrage, qui parle de junkie, ni plus ni moins, mais avec des personnages animaliers sous forme de sitcom qui font des choses absolument horribles. Je vous déconseille de lire ça si vous avez une âme sensible. Mais on arrive à parler de choses assez tragiques et malgré tout trouver des choses un peu drôles, un peu humoristiques. C'est une petite parenthèse pour parler de ça. Pour parler un peu plus d'un autre rapport à l'image que vous avez tous les deux, je crois, c'est votre rapport au cinéma. On disait tout à l'heure, Simon, tu as fait brièvement des études de cinéma, tu as fait des petits courts-métrages, tu as fait notamment un truc avec une chose avec Contrefaçon pour une sorte de présentation de Nino dans la nuit. Oui, c'était un de leurs clips et on voulait que ça serve en même temps de bande-annonce pour le livre. L'idée c'était de faire quelque chose d'un peu différent. Et à propos de Nino dans la nuit, il va y avoir une adaptation normalement qui doit sortir bientôt. C'est tourné, ça devrait sortir cet automne. Par Laurent Micheli, c'est ça? C'est ça. Et tu es intervenu dans... Non. Mais de toute façon, je veux pas intervenir sur les adaptations, que ce soit théâtre, cinéma, bande dessinée, que sais-je. En fait, moi, mon rôle, c'est d'écrire des livres. Et si un autre artiste ou une autre artiste veut prendre en charge mon travail pour en faire son œuvre, moi, mon rôle, il s'arrête à lui dire oui ou non. Si je lui dis oui, c'est que je lui fais confiance, je sais pas. Si j'écris un film, je vais écrire un film. Je vais pas travailler sur un livre que j'ai déjà écrit pour l'adapter parce que ça voudrait dire pour moi revenir à froid sur quelque chose que j'ai déjà livré. Et ça, je suis pas capable de le faire. En tout cas, j'ai essayé pour le théâtre, on m'avait proposé, et c'était juste pas possible, quoi. Et là, Nino, c'est pareil. Laurent, c'est un réalisateur, un metteur en scène que je respecte beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail. Et donc c'était pas du tout une question pour moi d'écrire le scénario à ses côtés, pour lui non plus d'ailleurs. Et je pense que c'était important d'être dans un rapport un peu étanche à ces phases de travail. Un peu comme avec Sylvain, ça s'est passé où il y a eu 2-3 points où il m'a sollicité, on s'est vu, on a un peu fait des repérages, je lui ai montré 2-3 choses, mais c'est important que l'autre puisse construire son propre imaginaire et inventer ce qu'il a inventé, quoi. Mais par contre, ça n'empêche pas l'envie d'écrire des films. Mais ça serait par contre, du coup, voilà, je pense un premier saut, quoi. De pas faire à partir d'un livre, c'est deux choses qui sont différentes, quoi. Une œuvre à part entière. Oui, voilà, appelons ça comme ça. Et toi, Sylvain, tu travailles beaucoup sur t'es storyboarder aussi. Ça influence ton travail dans la bande dessinée? Alors en fait, je travaille toujours avec les mêmes réalisateurs. Donc c'est Dennis Cooper et Zach Farley qui sont du coup un duo. Donc lui, Dennis est écrivain et je travaille pour leurs films principalement. Et du coup, je pense oui que ça intervient un peu dans le travail. Mais ouais, je sais pas qui se mélange avec quoi. Si c'est la BD qui se mélange avec le cinéma ou quoi, mais
Mais après, il y a aussi que en fait, dans mon travail, je prends beaucoup de références photos, donc pas mal de cadrage de films et tout ça. Donc en fait, ça fait partie de toute la technique en fait se mélange, je pense. Mais après, ça m'intéresse aussi vachement et j'aimerais beaucoup. Moi, mon rêve, c'est de faire un film d'animation. Donc ça, ce serait trop cool. Et puis voilà, on place les pions et puis on verra où ça va. Mais c'est partie du rêve. Plutôt pour Simon, est-ce que tu es soucieux de faire en sorte que tes livres appartiennent à un ensemble? Est-ce que tu penses que est-ce que tu réfléchis à construire une œuvre globale? Enfin, je sais pas comment dire, s'il y a des cycles dans ton œuvre, est-ce que tu... Oui, enfin, c'est-à-dire que j'y pense et j'y pense pas. C'est un truc auquel je fais gaffe. Mais je me dis pas, il faut que je compose une œuvre globale. C'est plutôt, quand je finis un livre, j'essaie de voir où est-ce que ça m'amène. Et c'est jamais... Alors, je veux pas faire 2 fois la même chose, ça m'intéresse pas. Mais par contre, c'est toujours une tentative de répondre à des questions, un livre. Et forcément, ça marche jamais. Par contre, on a des nouvelles questions qui débarquent. Et du coup, c'est plutôt essayer de choisir lesquelles on va traiter et à quel moment va y avoir un fil, une forme de cohérence qui se forme. Mais en même temps, c'est des choses que je découvre. C'est-à-dire que là, avec le dernier, je me rends compte qu'il y a des principes d'écriture qui sont là, qui sont toujours une écriture à la première personne, un narrateur masculin, plutôt jeune, ou très jeune, et il y a un des principes de réflexion à travers ce qui traverse tout ça, c'est quoi faire de l'héritage de la masculinité dans l'époque contemporaine, comment la dévier, la déconstruire, la déjouer, et poser des bases, des principes pour inventer d'autres manières d'agir, d'être dans le monde que celles qu'on nous a proposées, qui sont ni plus ni moins que les raisons de toutes les catastrophes qu'on connaît à l'échelle globale, quoi. Des principes de domination, de prédation, enfin tout un héritage comme ça de judéo-chrétien, capitaliste, viril, et donc voilà, il y a un peu tout ça. Alors c'est un peu déguisé, mais à chaque fois mes personnages, c'est des petits mecs, mais qui sont un peu de biais et qui essayent un peu de réfléchir ou de déjouer, en tout cas qui traversent, qui sont pas exactement à l'endroit où on les attend, où la société les attend, qui n'ont pas la capacité de l'être. Et leur itinéraire, à chaque fois, c'est d'être en biais par rapport à ces attentes-là. Ils sont non conformes, en fait, tout simplement, quoi. Il y a un peu cette idée-là de non-conformité, que ce soit spirituel, intellectuel pour le dernier roman, ou carrément social pour le premier, mais il y a un truc comme ça toujours un peu du rond dans le carré, quoi. Mais j'y pense un peu, ouais. Ça me plaît, en tout cas, c'est une idée qui me plaît, et aussi de comment la poésie va répondre au roman, comment la poésie, c'est une manière de traiter les mêmes thématiques, mais d'une manière qui est complètement différente, beaucoup plus à l'os, beaucoup plus honnête, parce que le roman, c'est un grand mensonge, quoi qu'il arrive. Donc ouais, j'ai fait un peu gaffe, ça me plaît. Même dans les couvertures, dans la manière de penser le livre d'une manière éditoriale, quand on a la chance de pouvoir un peu avoir la marge de manœuvre avec ça, avec les maisons d'édition. Donc ouais, c'est autant dans la manière dont c'est cohérent que la manière dont ça se décale. Parce que j'aime pas, j'ai toujours envie de trouver inventer quelque chose qui me surprend moi d'abord. Je veux pas faire quelque chose où j'ai la sensation d'être à un endroit qui est balisé, déjà connu, et du coup avec un peu de chance peut-être que ça surprend aussi les gens qui s'intéressent un peu à mon travail. Donc oui, mais c'est évolutif. Voilà, disons ça comme ça. Pour ta part, Sylvain, il y a des liens certainement entre Azur Asphalt et l'été des Charognes. Déjà, je crois, alors je me trompe peut-être, mais le titre Azur et Asphalt devait s'appeler La part des anges, non? Oui, ça a été, en fait, c'était en 4e de couverture de l'été des Charognes. Oui. Simon avait mis cette phrase, en fait, merde, dans toute chose, il y a une part pour les anges. Et en fait, en travaillant sur l'été des Charognes, à un moment où cette phrase, elle a vraiment résonné, et j'ai compris où il voulait en venir vraiment.
et que en gros, enfin, tout le monde, enfin, moi, comment je l'ai compris, c'est vraiment que tout le monde trouve sa beauté quelque part. En fait, il y a vraiment, il y a une part de sacré pour tous, quoi. Et ça m'avait touché. Et du coup, le titre temporaire d'Azur Asphalt était ça, mais dès le début, c'était temporaire. J'en avais parlé avec Simon. C'était vraiment un truc de travail. Parce que je voulais aussi m'émanciper, et puis je voulais pas y pomper toute sa réflexion non plus. Donc c'était temporaire. Mais oui, c'était le titre à la base. Et pareil, en fait, je me retrouve aussi dans ce que dit Simon, dans le fait que en fait, la fin d'un livre en appelle un autre. Et du coup, moi à la base, en fait, l'été des Charonnes, je l'ai travaillé dessus parce que ça faisait écho à des choses de ma vie et que ça me parlait. Et du coup, j'ai mis un peu de moi dans l'été des Charognes. Et en fait, du coup, Azur Asphalt, c'était un peu, en fait, qu'est-ce qui moi m'a parlé dans l'été des Charognes, en fait, qu'est-ce qui fait écho dans ma vie. Et du coup, c'était un peu de montrer cette part-là. Du coup, c'était c'était l'occasion en fait de recentrer un peu ce truc-là sur mon expérience. Et du coup, celle de mes sœurs, plus principalement. Et puis voilà, parler des galères du quotidien. Et ouais, cette notion de vrais gens. Moi, c'est un peu ce truc-là qui me manque, en tout cas en littérature. Et c'est ce qui m'avait plu dans l'été des Charognes, justement, ce côté, en fait, quand j'ai lu, je me suis reconnu, j'ai reconnu mon langage, j'ai reconnu mon milieu. Et en fait, c'est ça qui m'a parlé. Et du coup, je me suis dit, si je peux essayer de retrouver ce côté-là, ce côté vrai, en fait, ce côté vrai gens, en fait. Et c'est ça qui m'a fait travailler sur Azur Asphalt. Et qui découle aussi, du coup, ma prochaine BD, en fait, découle d'Azur Asphalt, autant que l'été des Charognes, en fait, c'est un truc. Mais moi, c'est un cycle un peu. Là, je sens que la prochaine que je vais faire là, elle va clôturer un cycle un peu où c'est un peu, je pose les bases, je monte un peu d'où je viens, un peu, et puis après, la quatrième, ce sera autre chose. On passe sur autre chose, un peu plus fun. Méfie-toi, moi j'ai l'impression que je vais faire quelque chose d'un peu plus fun à chaque fois et c'est de pire en pire. C'est un peu ça en fait. J'ai fait le synopsis tout à l'heure, il m'a dit ah oui, c'est pas fun. Vraiment. Donc ouais, c'est pas fun. Non, c'est vrai. Mais bon, fun à faire en tout cas. Alors, si c'est pas indiscret, est-ce que vous pouvez parler peut-être toi d'abord, est-ce que tu peux parler de la vision de ta famille ou de tes proches de ton travail? Est-ce que tu les maintiens à distance, tu les protèges? Est-ce que tu prends des précautions particulières? Ça, c'est particulièrement vrai pour Azur Asphalt, j'imagine. Ouais, alors en fait, dans la vie des Charognes, en fait, il y a des visages où j'ai prêté, mes proches ont prêté certains visages à certains personnages, mais uniquement quand je trouvais qu'il y avait quelque chose de beau dans le personnage qui me rappelait un truc chez eux. Par exemple, le père de l'été des Charognes a le visage de mon père, pour du vrai en fait. Pas parce qu'il est alcoolique ou quoi, mais parce qu'il y avait ce côté-là un peu complètement maladroit, mais qui en fait au fond, il y a quand même de l'amour, mais c'est juste que c'est pas exprimé. Et je trouvais que ça beau. Et c'est des ponts que j'ai fait comme ça. Mes sœurs sont déjà présentes dans l'été des Charognes. Je pense à Lou, c'est un des personnages de l'été des Charognes. C'est ma sœur Mélissa qu'on retrouve dans Azur Asphalt. Parce qu'il y a ce côté-là un peu genre en train de brûler par les deux bouts qui me touchait vachement en fait et que je retrouvais dans ce personnage. Donc j'ai fait des ponts comme ça. Évidemment, je leur en avais parlé avant quand même pour pas qu'ils découvrent un truc et qu'ils se disent voilà. Donc j'avais bien dit que c'était comme un casting et que voilà, il prête leur trait, mais c'est des personnages qui sont pas eux. Et Azur Asphalt, il a dû faire un vrai travail par contre, parce que l'idée c'était pas de faire ça dans leur dos. Donc j'ai suivi mes sœurs, voilà pour Azur Asphalt. Et vraiment du coup, je les ai suivis quoi. Enfin, à la base c'était un peu une blague, et puis après c'est devenu un peu vrai, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais ouais, en fait c'était vraiment, puis les deux m'ont donné des choses complètement différentes. Elles avaient du temps différent aussi à me donner, donc c'était vraiment autre chose. Mais c'est vrai que ouais, voilà, moi je pense notamment à Mélissa qui est vraiment tout le long du livre, elle pensait que j'allais faire un truc règlement de compte, que j'allais la faire passer pour une folle, enfin, mais elle y allait quand même. C'était vraiment vas-y, elle me dit fais ce que tu veux de toute façon, si ça marche pour toi. C'était un peu ce truc-là. Et après, en tout cas, ça a changé complètement quand elles ont vu le storyboard. Déjà, ça a été différent. Avec Candice, il a fallu discuter parce que du coup, c'est vrai que ça ramenait des choses à une image d'elle qui était différente, parce qu'en fait, c'est leur vie, mais c'est avec mon prisme à moi, et en plus modifié pour faire une histoire. Donc forcément, il y a plusieurs jeux de miroir qui sont là. Donc ça, il faut faire attention. Mais du coup, on a été beaucoup dans le dialogue et tout s'est passé au mieux en fait. Moi, j'avoue que je paniquais des fois en mode dans quoi je me suis lancé. Et en fait, tout s'est passé au mieux que ça pouvait se passer, et ça nous a rapprochés. Mais puis, je pense notamment. Déjà moi je suis parti sur Paris, voilà, donc déjà ce truc là, et puis j'ai fait des études en art, donc c'était un milieu qui n'était pas dans celui dans lequel on a grandi,
Et elles avaient ce truc de m'appeler l'artiste, et c'était pas forcément un terme affectueux, quoi. C'était un peu, ça marquait un peu une sorte de rupture. Et c'est vrai que ce mot-là, en fait, je l'ai plus entendu depuis que Azure Asphalt est sorti. Ça a un peu remis un truc d'équilibre, et je pense que du coup, j'étais peut-être parti moi aussi en claquant la porte, un peu en mode bon bah ciao les bouseux, vous m'avez gavé. Et du coup là, ça a remis le truc de, en fait non, moi je vous vois pas comme ça. En fait, enfin oui, peut-être que je les ai vus comme ça un moment, mais en fait, j'avais besoin de faire ça pour moi aussi, pour partir. Et du coup là, ça a remis un peu un truc d'équilibre. Où en fait, elles ont compris que moi, je méprisais pas du tout leur vie, mais en fait, au contraire, je trouve qu'on est tous intéressants, en fait. On a tous des parcours différents, mais en fait, ça vaut tous la peine de s'écouter. Et c'est un peu ça, en fait. Je pense que on avait peut-être perdu ce truc-là de s'écouter et voilà. Ça a remis un peu ça au centre, je trouve. Puis aussi pas de jugement. Non, bah c'est ça en fait. C'est ce truc-là en fait. Et en fait, c'est drôle parce qu'en fait, elle se jugeait beaucoup en fait par rapport à des choses qui valaient pas la peine. Et du coup, puis pareil, elle disait vraiment la culture, nous c'est pas un truc pour nous, comme la politique, c'est pas un truc pour nous. De toute façon, nous, notre vie, elle va pas être impactée par ça ou quoi. Et du coup, là, c'est un peu dire, bah en fait, bah oui, en fait, si on prend le temps, on peut faire un livre sur vous aussi, quoi. Et du coup, voilà, donc c'est cool. Puis elles sont plus venues au lancement, on a pu rigoler. Enfin, elles ont pu en discuter aussi, donc c'était chouette de partager ce truc-là. Et pour ta part, moi, ça a beaucoup bougé. C'est vraiment pas linéaire. L'été des charognes. Alors mon père l'a lu il m'a accompagné sur un manuscrit. Il l'a lu dans des versions préparatoires. Je l'ai fait lire assez spontanément parce que voilà, je pense que tu parlais de l'expression, de la non-expression maladroite de l'amour de la part de père de notre génération. Le mien, le lien, il est beaucoup passé par le texte très vite. C'était lui qui me lisait des histoires, gamin, etc. Et c'est vrai que je suis parti assez tôt de chez moi à 17 ans. Mais la forme de lien qu'on a gardé de manière très distendue, c'était autour du livre. Voilà, c'est quelque chose qu'on partage, quoi. J'ai un père qui aime lire et moi j'ai toujours aimé lire. Et au-delà de toutes les différences qu'on a de ces activités agricoles à l'époque qui m'intéressaient pas du tout, de l'environnement dans lequel mes parents habitent, qui est très isolé, c'est pas la campagne, quoi. C'est le stade au-dessus où vraiment il y avait pas de, c'était très, enfant, il y avait un âge où c'était compliqué parce que aucune technologie. Pas de transport en commun, pas d'accès à rien, si ce n'est à la nature, ce qui est beaucoup pour l'enfant, ce qui est génial, mais qui à partir d'un certain âge, crée des formes de manque dans l'expérience, quoi. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et il était très, comme ça, créer du lien entre nous. La lecture du manuscrit, ça a été un moment important pour lui. Quand le livre est sorti, ça a été plus compliqué. Parce que d'un coup, comme il y a beaucoup d'anecdotes dans le bouquin, alors les parents qui sont représentés sont pas mes parents, c'est pas un portrait de mes parents. D'ailleurs, moi, j'ai jamais lapidé de chien non plus, hein, je précise pour ceux qui ont eu le livre. Mais il y a des anecdotes qui sont très nourries du territoire dans lequel j'ai grandi et de sa violence, de sa beauté et de son comment dire ça, de son absence de règles communes avec la société d'une manière générale, quoi, avec ce côté un peu en dehors des clous, un peu hors la loi, un peu libertaire, c'est ça le terme. Et là, c'est plus dans la perception que les gens ont eu d'eux à travers le livre, parce que les gens ont du mal à faire la différence entre la fiction et la réalité. Où je crois qu'il y a un ou deux moments où ils se sentaient un peu jugés, mais ils me l'ont pas dit. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a corrigé ensemble. Et en fait, il y a un moment donné où ça a pété. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça a vraiment créé une. Alors, c'était sous-jacent, c'est pas le livre, hein, parce que c'est arrivé des années après. Ils étaient très fiers de moi au moment où je l'ai publié. Ils l'ont beaucoup soutenu, ils m'ont beaucoup soutenu à travers cette histoire. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est ressorti comme un argument pour dire que je jugeais. Voilà, alors que ils savaient très bien qu'il n'y avait pas d'histoire de jugement, que
c'est une affaire littéraire, mais il y a eu des égos blessés. Ouais, ça clairement, que ce soit 2 ou d'autres personnes. Mais ça, c'est assez marrant parce que c'est des choses que je retrouve dans mon travail et c'est pas du tout une question de milieu. Hein. Là, mon dernier livre, il parle du milieu littéraire et pareil, je dresse des archétypes à partir je peux dresser des archétypes à partir de personnes que je connais. Et c'est plus du tout quelque chose que j'aborde avec la naïveté que j'avais quand j'ai fait l'été des Charognes, parce que en fait ça peut être une vraie douleur pour les personnes, ce que je comprends maintenant. Mais aussi ce qui est drôle, c'est comment les gens ont le don de se voir à l'endroit où ils ne sont pas du tout mis en scène. Et je sais pas comment ça se passe pour toi, mais il y a vraiment ce truc particulier. Puis aussi, c'est vraiment une affaire de sensibilité. Il y a des gens qui vont prendre des choses compliquées de manière très fluide et très drôle. D'autres où c'est vraiment de l'ordre de l'anecdote ou de l'emprunt l'emprunt d'une blague, hein, par exemple, ou quoi, ou d'un bon mot. Et là, ça peut hurler au plagiat. Enfin, c'est d'un coup la blague de comptoir devient l'œuvre absolue qu'on aurait pillé. Enfin, il n'y a pas de réponse à ces questions-là. C'est assez. Moi, je suis toujours très étonné. Enfin, mais voilà, pour la famille, en tout cas, ça a été vraiment pas linéaire du tout, comme mon histoire avec eux. Ça s'est très bien passé au début. Puis d'un coup, ça a été très problématique. Puis aujourd'hui, je crois que ça va. Mais je sais pas, je suis à l'abri de rien. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué Ça parce qu'en bouge, fait, on écrit avec notre histoire, en fait. Mais du coup, notre histoire, elle croise d'autres histoires. Donc en fait, c'est toujours compliqué quand l'image de quelqu'un d'autre est là. Et même psychologiquement, de se dire, en fait, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça, en fait. Mais en fait, oui. Mais c'est que c'est compliqué comme truc. C'est un vrai débat, en tout cas. Et voilà, mais ça, on en a parlé beaucoup. Mais c'est vrai qu'après, il y a tous ces trucs, des fois, il y a la presse aussi qui vont sortir les mauvais mots, quoi. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai mes sœurs, une de mes grandes sœurs qui, voilà, elle lit chaque article, chaque truc qui sort, c'est comme ça. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est blessant. Il y avait justement un journaliste qui disait, donc c'était un truc élogieux, mais il disait, elles utilisent un langage du pauvre. Et c'est là, genre, un langage du pauvre. Enfin, c'est quoi un langage du pauvre? Et ça, c'est hyper brutal à se prendre, en fait, parce que du coup, donc des fois, elle m'envoie des commentaires, mais en fait, on n'est pas pauvre, faut arrêter. Enfin, c'est juste que c'est des journalistes qui connaissent Qui pas dit ça Mais plein de gens, en fait. C'est ça Je pense que moi, ce qui fait en réfléchissant par rapport à ce que tu dis, je pense que ce qui a plus affecté, c'est pas l'œuvre en elle-même que la manière dont elle a été traitée médiatiquement. Et c'est vrai que ça, il y a un ça, parce que des fois, il y a des choses super sensibles qui sont écrites et c'est vachement belle et les gens, ils ont compris. Et des fois, c'est ce que disait aussi Simon, ce côté exotisme, en fait, genre, ah oui, c'est cool de voir des trucs un peu sur la plèbe. En fait, non, en fait, c'est des gens, c'est la majorité des gens, en fait. Et du coup, des fois, ça sort vraiment de manière très, très sale, quoi. Et là, il faut accompagner, quoi. Mais après, je pense que ce qui aide, c'est quand les proches ont compris ce qu'on voulait faire nous, en fait. Une fois que nous, on a réussi à exprimer ça, je pense que tout passe déjà de manière un peu plus fluide. Mais c'est vrai que en tout cas, c'est un vrai questionnement, en fait, ce truc-là. Au final, on écrit avec les autres aussi, quoi. Ouais, puis comme tu dis, ça devient des zones de partage. Enfin, moi, c'est ça que je garde aussi, c'est d'avoir permis, dans mon histoire familiale, de créer des zones de partage qui me ressemblent, qui sont aussi proposées aux autres, quoi. Et c'est vrai que ça crée quelque chose dans l'histoire qui est assez touchant. Par ce fait-là, il y a peut-être. Est-ce que vous ressentez comme un devoir, comme une mission, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais le monde de la culture en général devrait dissocier la notion d'échec, la notion de vie réussie, de la notion de classe. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans votre œuvre. Est-ce que tout ce discours méritocratique, il doit être combattu? Est-ce que vous sentez une volonté d'engagement par rapport à ça? Bah moi, ouais, on en parlait un peu à midi, et c'est vrai qu'en fait, moi, je vais pas aux manifs, je sais pas les choses. Enfin, je sais que j'ai pas l'impression d'être super engagé, mais et puis même avant, pour moi, le dessin, c'était quelque chose qui servait à faire des choses complètement surréalistes. Justement, je voulais en profiter pour faire de l'imaginaire. Et en fait, je me rends compte que maintenant, c'est vrai que c'est le social que j'ai envie de parler. Et ouais, en fait, moi, je pense que c'est un peu
on peut changer les choses de l'intérieur, et je trouve que c'est cool en fait. Les gens qui nous lisent, c'est les gens qui ont les moyens de faire changer les choses en fait, je pense un peu. Et du coup je me dis, si on peut leur montrer un peu autre chose que ce qu'ils connaissent, déjà ça peut être pas mal. Et du coup je pense que c'est un peu moi ma forme de militer un peu. Je me dis si on peut ouvrir les yeux aux gens, leur montrer que on vit différemment, leur montrer qu'il y en a ils peuvent tout faire bien et c'est quand même compliqué les fins de mois. Je me dis voilà, c'est des profils qu'il faut montrer, et sans non plus être misérabiliste ou quoi, en fait, c'est juste que c'est des vies, tout simplement. Et juste, je pense qu'en montrant le maximum de vies différentes aux gens, ça peut ouvrir et ça peut faire changer les choses. En tout cas, moi pour l'instant là, je sais que avec ma prochaine BD qui arrive, ça va être la fin. C'est ça que j'ai envie de montrer. J'ai envie de poser le décor, de dire voilà, moi je viens de là. Et après, j'aurais peut-être envie de faire autre chose, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un truc qui m'habite, ce truc-là, parce que je pense que j'ai pas encore tous les codes de là où je suis en train d'être. Et je pense qu'une fois que j'aurai posé ça, peut-être que ce sera plus simple pour faire autre chose. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas une obligation, mais il y a une responsabilité dans les représentations. Et moi, je le vois comme en fait, on crée des imaginaires et on a les moyens et donc la responsabilité d'infuser un imaginaire collectif de récits qui sont bienveillants, vertueux, ou en tout cas dédiés parfois à certains endroits à des personnes qui sont constamment maltraitées en fait, quoi. Et donc c'est vrai que ça compte surtout par rapport à la masse de livres en bande dessinée, je sais pas, mais en tout cas dans le cinéma et dans la littérature, on a une masse énorme de productions littéraires bourgeoises avec un prisme bourgeois qui peut être très beau par certains aspects. Hein. Il y a des livres, voilà, mais c'est un prisme particulier et il y a un vrai souci de mépris de classe quand il s'agit pour les personnes bourgeoises de parler de choses qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils adorent faire. En tout cas, moi je le reçois beaucoup. Mais enfin, un exemple parmi mille, hein, mais là il y a une jeune chanteuse qui s'appelle Théodora, que vous connaissez peut-être, qui est extrêmement talentueuse, et donc Le Monde envoie une journaliste la rencontrer là où elle habite, à Saint-Denis, en banlieue parisienne dans le 93, et l'article commence par des trucs hallucinants à base de on est ravis de quitter les brasseries parisiennes pour aller manger un poulet yassa dans le 93, et on sent les odeurs de Rome quand elle arrive, ah ben non, enfin voilà, et le problème, il est là, quoi. Ouais, mais c'est tellement décomplexé. C'est-à-dire que on a tous des biais racistes, sexistes. Voilà, en fonction de notre histoire, l'essentiel, c'est de s'en rendre compte, d'avoir un peu l'humilité, de se remettre en question et d'essayer d'avancer. Mais oui, c'est ça. Le truc, c'est que dans les cercles de pouvoir, il y a un tel naturel à ne pas se remettre en cause et à ne pas remettre en cause son regard sur le monde, parce que de toute façon on sait qu'on a raison, et moi c'est un truc face auquel ça me désarme toujours, quoi. Et c'est vrai que la littérature c'est mon moyen de répondre à ça, parce que je sais que je suis pris au sérieux à cet endroit-là. Il y a moyen de faire un petit peu bouger les choses, ouais. Et puis on trouve des complices. Oui, voilà. Et puis après, c'est drôle aussi de voir des gens, voilà, très bourgeois, très impliqués dans le monde littéraire et tout ça, et puis venir te parler de ton livre, et puis trouver ça super. Enfin, c'est bizarre aussi, en fait, parce qu'on se dit bon bah, d'un côté on est content parce qu'on a fait un impact, mais d'un autre côté on se dit ouais, pour eux voilà, il y a ce truc-là de genre oh là là, ça change, c'est chouette, mais du coup. Nous, c'est ce qu'on connaît, quoi. Et puis, du coup, et puis bon, enfin voilà. Mais en tout cas, je trouve ça rafraîchissant quand je tombe justement sur un livre où en fait, c'est des gens que je connais, quoi. Ouais. Des gens qui sont là, quoi. Et sans forcément que ce soit non plus, parce que des fois, il y a aussi ce truc de quand on parle de personnes marginalisées ou quoi, il faut absolument que ce soit extrêmement dramatique. Il faut absolument que la personne soit triste. Il faut absolument que ces trucs-là, vraiment un pathos énorme. Et en fait, enfin voilà, quoi. C'est pas comme ça qu'on vit au jour le jour, quoi. On a aussi des moments de bonheur, on peut aussi rigoler, on peut aussi avoir la flemme, on peut, et tout ça, je trouve que c'est bien d'en parler dans sa vérité, quoi. Que ce soit pas juste l'extrême droite qui parle des classes populaires, quoi. C'est ça, quoi. Enfin, voilà. Autre chose qui peut être sujet à polémique, c'est depuis le début de la vague MeToo, on entend souvent des polémiques. En bande dessinée, il y en a eu pas mal, selon lesquelles on ne peut plus rien dire.
selon lesquelles l'artiste serait bridé par la morale. Comment on peut sortir de cette impasse? Est-ce qu'il y a vraiment une impasse? Est-ce qu'il y a une... Je pense pas qu'il y ait une impasse du tout. Je pense que juste après c'est du bon sens, on évolue, c'est normal d'évoluer aussi. Particulièrement dans le milieu de la BD, après en littérature je sais pas, mais dans la BD c'est beaucoup quand même de vieux monsieur qui dessinent des pin-ups sur des avions et c'est les plus grosses ventes, c'est un peu ça aussi. Et je pense que dans le milieu de la BD en tout cas il y a encore beaucoup de choses à faire pour justement un peu changer cette image là en fait où c'est vraiment des femmes au gros seins en pleine couverture, et je pense que ça faut changer. Et il y a plein d'autrices, d'auteurs qui travaillent à ça maintenant. Donc c'est vrai que là, tu as montré Salomé tout à l'heure qui fait des trucs géniaux, et c'est en train de changer, c'est vrai que c'est cool, mais non, enfin, on peut plus rien dire, c'est juste qu'il y a des choses qu'on n'a plus envie d'entendre aussi, quoi, en fait. Donc juste le les dis pas, parce que c'est pas... Mais enfin, il y a moyen d'être drôle sans être sexiste, il y a moyen de dire des choses vraies sans être vulgaire, enfin... Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc je pense que non, on peut toujours autant rigoler. Je pense juste que ceux qui disent qu'on ne peut plus rien dire, c'est qu'ils n'étaient pas drôles à la base aussi, je pense. Ouais, tout simplement. Oui, enfin, quoi rajouter à ça Vraiment. Non, pour moi, c'est aussi une affaire d'intelligence créative. C'est-à-dire que quand les gens qui disent ça, pour moi, c'est des gens qui ont pas de talent, pour beaucoup, et paresseux, et qui en fait ont pas la volonté, ont pas le ressort pour inventer des choses d'une manière qui est un peu sensible, un peu intelligente, parce que moi vraiment j'ai pas de principe moral dans mon écriture. C'est-à-dire que je me permets tout, je peux mettre en scène tout ce que j'ai envie de mettre en scène. Je comprends que ça puisse poser problème à certaines personnes sur l'ordre de la sensibilité. Je n'écris pas pour plaire à tout le monde, ça serait une mauvaise idée. Mais par contre, c'est des manières de faire, quoi. Voilà, comment on fait les choses, à qui on s'adresse quand on fait les choses. Si on fait les choses pour séduire des personnes avec lesquelles on a plaisir à s'asseoir sur les autres, c'est pas très intéressant, quoi. Ouais, pour moi, c'est juste inventer des nouvelles manières. Et puis, comme tu l'as très bien dit, il y a des trucs qu'on n'a plus envie de les entendre, quoi. C'est bon. En plus, c'est drôle parce que du coup, je trouve que tous les deux, on a une écriture un peu. On peut être trash ou quoi dans le truc, mais pourtant, ça reste toujours pas trash. Enfin, je trouve des sujets durs, mais pas. Enfin, voilà. Comme dit Simon, moi, je me boycotte pas non plus. Je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. J'écris comme j'écris, et puis. C'est très parallèle, très oral aussi, et tout ça, mais en fait, tout va bien, quoi. On peut le faire sans se boycotter, sans... Il y a la notion de jugement aussi, qui est là ou pas, quoi. Ouais, pour moi, c'est une affaire de morale. En fait, à partir du moment où on a compris qu'il n'y a pas de morale à mettre au sein de l'œuvre, dans ce qu'on produit, mais que la morale, elle est à mettre dans la manière dont on fait les choses. C'est-à-dire que dans un film, je peux mettre tout ce que je veux en scène dans le film, il n'y a pas de problème, c'est juste comment je vais traiter l'équipe avec laquelle je travaille. Est-ce que ça va être une aventure collective heureuse ou pas? Pareil pour les livres ou pour la BD, on peut convoquer ce qu'on veut, mais en fait, si, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, si ça inclut d'autres vécus, quel rapport on a à ça? Est-ce que on a le droit de tout faire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de tout faire? C'est juste les questions qu'on se pose vis-à-vis de la manière qu'on a de vivre ensemble, tout simplement. Non, mais c'est ça, en fait, quand on a le bon setup mental, en tout cas, on se boycotte pas quand on écrit. Enfin, tout est là, mais en fait, comme je pense qu'on a le cerveau bien tourné dans ce qu'on a envie de faire, en fait, ça vient naturellement, et du coup, il n'y a pas de boycott, il n'y a pas de je me censure, en fait, on est très sincère, c'est juste que, peut-être la pensée est différente, quoi, et du coup... Enfin, ouais. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il y ait des œuvres qui ont été invalidées parce qu'elles représentaient certaines choses. C'est que des affaires de personnes qui se sont mal comportées. Sauf peut-être tu as des exemples, mais bon, alors, moi, il y a une limite quand même, c'est que quand j'entends que la représentation influe sur les comportements, c'est vrai que les imaginaires qu'on pose et à travers lesquels on vit nous infusent. Mais représenter quelque chose égale l'encourager, ça c'est quelque chose que je peux entendre de temps en temps et qui me pose problème, parce que pour moi c'est vraiment le fait des arguments. Par exemple, c'était les arguments de la droite américaine quand il y a eu le massacre pour Columbine. On a dit, il y a toute un laïus à l'époque ils écoutaient Marilyn Manson, et donc il y a une responsabilité de la part de l'artiste à travers ses chansons.
Voilà, il y a des choses comme ça où des fois on peut attaquer une personne pour des raisons qui sont tout à fait valables, pour des comportements absolument toxiques et délétères, mais aller chercher dans son œuvre des raisons d'invalider, pour moi c'est deux débats qui sont complètement différents, quoi. Et c'est vrai que si on vient nous voir pour nous dire qu'on a lapidé un chien à cause de nous, ouais, on se dirait bon, bah, c'est pas ce qu'on a voulu dire. Mais donc oui, il y a lapidage de chien dans la BD, mais c'est pas ce qu'on veut. Voilà, on n'invite pas à faire ça, quoi. Mais bon. Il y a un message d'avertissement. Il y aura peut-être des questions dans le public. Et avant de céder la parole au public, je voulais juste vous poser une dernière question. Quel est votre rapport à la musique et qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ? Moi j'écris tout le temps en musique, j'écoute de la musique à peu près tout le temps. J'écoute beaucoup une radio anglaise en ligne qui s'appelle NTS, voilà, où il y a deux canaux live, où c'est essentiellement musical, il n'y a pas de publicité. Voilà, je découvre plein de choses, ça va passer je sais pas, on va avoir un focus de 2 heures sur de la musique traditionnelle arménienne à un set électro derrière. Enfin voilà, c'est très varié et c'est participatif, c'est-à-dire que c'est des gens de partout dans le monde qui produisent leur émission et qui font les playlists, les sets qui sont diffusés. Donc voilà, là-dessus où je suis en ce moment. Moi je suis une complète victime de mon YouTube, du coup j'écoute la musique que quand je fais les planches, quand je suis en train de dessiner, parce que quand j'écris ou quoi, j'arrive pas à me concentrer s'il y a du bruit ou quoi, donc je fais ça en silence. Et sinon, non, c'est vraiment, j'ai quelques chansons des fois que je tape sur YouTube, et du coup après mon YouTube il les retient, et du coup il fait une playlist, et elle passe en boucle, et puis des fois j'ai ça, ou alors j'ai 1 heure de vieille musique qui joue dans une autre salle sous la pluie, des playlists un peu comme ça, où c'est... Enfin voilà, donc non, c'est vraiment, moi je suis très très nul en musique. J'aime plein de choses, donc de Ariana Grande à Jane Birkin, en passant par la musique des studios Ghibli. Enfin voilà, c'est très varié, mais non, pas très, voilà, pas fun. C'est pas grave. Est-ce que quelqu'un a des questions ? C'est bon. Je sais pas, parce qu'en fait, je fais un casting en fait quand j'ai un personnage qui me plaît, et j'essaie de trouver un visage qui me plaît et qui va aller avec la personne. Donc du coup, en fait, ça se construit. En gros, je vais aimer le personnage. En fait, par exemple, pour l'été des charognes, en fait, il n'y a pas un personnage que j'aime pas. Ça va de chaque personnage, je les aime vraiment. En fait, j'ai appris à les aimer tous. Et du coup, je leur trouve des têtes que j'aime aussi, en fait. Et donc du coup, après, j'ai un plaisir à les dessiner. Et du coup, c'est vrai que faire des zooms et tout ça, ça me plaît. Donc du coup, c'est vraiment, ça se construit en parallèle. Enfin, c'est les deux en fait. Du coup, c'est vraiment, j'aime bien le personnage. Du coup, je lui trouve une tête que j'aime bien, et du coup, je la dessine. Donc c'est un peu comme ça. Et après, dans Azur Asphalt, c'est mes sœurs. Donc du coup, il y a un rapport différent. Mais c'est vrai que des fois, je suis très mini expression, mini truc. Des fois, j'ai dit, voilà, et c'est Azur Asphalt, par exemple, je pense à ma sœur, enfin il y a un moment où elle se recoiffe comme ça, et ça je l'ai vu faire en vrai. Il y a toujours ce petit truc de se remettre sa petite frange, et c'est des mini gestes où je trouve qu'en fait c'est là qu'on a toute la personne, en fait, parce que du coup c'est, enfin là c'est un moment où elle est à la crèche, elle est au travail, il y a sa patronne qui va arriver, elle sait pas trop où elle est, et du coup elle était un peu tendue, elle était un peu timide, et elle a juste ce micro geste qui moi m'a vachement touché en fait. Donc c'est très con, mais c'est des fois la grâce, elle est dans les petits trucs. Et j'aime bien trouver ça. Et dès que j'arrive à les trouver, j'aime bien essayer de les caser dans la BD et de les dessiner du coup. Donc ouais, voilà. C'est ce petit truc-là. Je sais pas si j'ai répondu clairement au truc. Est-ce que vous... Ah bah... Alors à la première lecture, je me suis pas dit que j'allais le dessiner, mais j'ai été vraiment chamboulé en fait, parce que c'était le premier roman que je lisais avec ce genre de mots qui sont pas littéraires. Enfin,
c'était une poésie accessible, je trouve. Enfin, une poésie avec des mots du quotidien et vraiment un milieu qui me parlait. En fait, moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment fait écho, c'est vraiment cette la violence dans l'enfance et enfin dans la manière de parler aux enfants, où j'ai trouvé ça vraiment très très vrai et de par mon vécu, voilà. Et ça a fait un écho et en fait, j'ai eu un plaisir vraiment à des fois, il y a ce truc que les artistes disent j'écris pour que quelqu'un puisse se reconnaître. C'était mon téléphone. Enfin, j'écris pour que quelqu'un puisse se reconnaître et je trouvais ça un peu gnangnan et tout ça. Et en fait, là, quand je l'ai lu, ça m'a fait ce truc-là. Je me suis senti reconnu. Je me suis dit, oh, il y a une œuvre qui me parle, enfin, qui parle de mon enfance et ça m'a vraiment touché. Et du coup, en fait, ce roman, je l'ai gardé précieusement dans mon cœur, mais j'ai pas. En fait, je l'avais lu quand il est sorti, donc c'était en 2018, 2017. Ouais. Et moi, j'ai repris les études en 2025. Non, j'ai 2001. Quand j'avais 25 ans. Donc, non. J'ai repris en 2020, 2018. Diplômé en 2020. Ouais, diplômé en 2020. Donc, j'ai repris en 2018. Donc, il y a quand même un an qui est passé, tout ça. Et quand en fait il a fallu faire ce projet d'adaptation, j'hésitais entre 2 romans et comme on parlait un peu des coups de chance et tout ça, en fait j'ai croisé Simon en rave à 3h du matin à la fête de la musique. Voilà, on était à Saint-Ouen, c'était un gros hangar, on était ivre mort. J'étais torse nu en train de faire tourner des serviettes quoi et je le vois et je dis t'es Simon Joannin, il me dit oui, je dis j'ai adoré l'été des Charognes et puis je suis reparti danser. Mais c'est resté là en fait dans ma tête et comme j'étais entre 2 romans et je me suis dit c'est con, là c'était un signe, je me dis donc je prends ce roman là. Et voilà, et en fait je l'ai pris aussi, enfin voilà, donc à première lecture j'avais pas le truc de je vais en faire une BD parce que pour moi la BD c'était même pas dans ma tête à ce moment-là. Enfin voilà, je travaillais en épicerie, j'étais loin de me dire que je pourrais reprendre les études un jour, je voyais le monde de manière très fataliste et du coup c'est vraiment l'école qui m'a fait dire là en fait il faut que tu fasses une adaptation et du coup ça a vraiment tilté, je me suis dit voilà c'est celui-là quoi. Et puis voilà, à la base c'était une 5-6 planches, hein. Et puis après c'était le gros livre. Mais voilà. Fameuse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il me reste qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.